On dit souvent aux Français, pour simplifier, achetez des actions parce que ça va vous permettre de profiter de la croissance économique. Et pour les motiver, on dit derrière, la croissance, c'est pas joujou. Donc, on l'a dit très clairement, notre objectif, c'est d'inciter, d'encourager, d'accompagner les Français à aller sur les marchés financiers, non pas coûte que coûte, mais parce qu'on pense que c'est intéressant. On va donc se poser la question, sérieusement, bourse et croissance, est-ce que c'est lié ? Pour répondre à cette question, j'appelle celui qui va venir en guest star. Pourquoi en guest star? Parce qu'en fait, il va intervenir et puis après, il doit repartir. Donc, pour ce premier débat, je vous demande d'accueillir le directeur de la multigestion d'Invesco AM, Monsieur Bernard Hébrand. Mettez-vous de l'autre côté, Bernard, parce que j'ai mis tout mon fatras ici. Alors, Bernard, première question, on va y aller franco. On parle de quoi? On parle de croissance économique. Donc on parle d'économie. L'indicateur traditionnel, c'est le PIB, le produit intérieur brut. On parle de bénéfices des entreprises et on va parler de performance boursière. Bernard, je vous ai fait un très joli slide. L'économie, les bénéfices, la bourse, je suis sur le marché français. J'aimerais que vous m'expliquiez une incohérence qui me paraît flagrante. 2013, l'économie progresse de 0,4%, les bénéfices sont en léger recul, la bourse progresse de 20%. 2014, environnement quasiment identique, on se retrouve avec une bourse qui progresse de 2,6% et des bénéfices qui sont en baisse de moins 0,2. Y a-t-il un lien entre la bourse et l'économie? Vous êtes content d'être venu? Et je crois que si vous entendez mes congénères gérants ou analystes, etc., qui vous parlent des marchés, ils passent souvent beaucoup de temps à vous parler de l'économie, en fait. Vous dire, voilà, la croissance dans tel et tel pays, ça va être bien, dans telle et telle zone, ça va être moins bien, etc., etc. Et puis peut-être à la fin, ils vous disent, donc, il faut, en quelques minutes, ils vous disent, il faut acheter ça et vendre ça. Okay. Le petit souci, c'est que s'il suffisait de regarder ce qui se passe dans l'économie pour savoir ce qu'on fait avec son argent, ce serait facile. Ça marche pas directement comme ça. Alors j'insiste sur le directement. Je suis pas ici pour dire que l'économie n'a aucune influence sur les marchés financiers. Elle en a une très clairement. En revanche, on voit simplement avec ces chiffres qu'on a là que cette influence n'est pas du tout directe. Sinon, ce serait simple. Depuis des années et des années, il suffirait d'acheter des actions chinoises. C'est la croissance économique la plus vigoureuse du monde et ça marcherait très bien. Sauf que voilà, les actions chinoises depuis des années et des années, c'est parmi les moins bonnes. A contrario, voilà, on voit que le CAC 40, c'est pas forcément le marché qui symbolise l'économie la plus dynamique de la planète. Néanmoins, en 2013, 22%, c'était pas mal. D'accord, mais alors expliquez-moi quand même. En 2013, quand je posais la question à des professionnels, je leur disais, mais attendez, la bourse progresse de 22% alors que les bénéfices sont pas bons. On me disait, mon garçon, comprenez, la bourse, elle anticipe. Elle anticipait quoi? 0,4% de croissance et moins 2% de bénéfices? Ouais, alors la bourse, elle anticipe, effectivement, ça c'est pas une échappatoire, c'est une vraie réponse. La bourse, elle anticipe. C'est d'ailleurs une de ses fonctions. Elle est là pour penser au coup d'après. En revanche, on est tous dans notre vie, on anticipe un tas de choses, et pas seulement ses placements financiers, enfin j'espère. On fait un peu des projets, des plans, etc. Et puis des fois, il se trouve que ça marche pas. Et typiquement en 2013, tout le monde, et jusqu'en début 2014, tout le monde attendait une reprise, en tout cas chez les économistes et les stratèges. Dans le reste du monde, c'était peut-être un peu différent, mais chez les économistes et les analystes, tout le monde attendait en 2014 une reprise économique assez vigoureuse, en particulier grâce à l'action de la Banque centrale et des banques centrales partout dans le monde. Ça, c'était une vraie anticipation qui était faite par tout le monde. C'était une des raisons pour lesquelles les marchés ont bien monté en 2013 en Europe et ailleurs d'ailleurs, mais en particulier en Europe. Manque de chance, ce sont des anticipations qui ne se sont pas réalisées. Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, les gérants font des erreurs parfois dans leurs anticipations. Ça me rassure, mais cela dit, je peux témoigner, j'en connais quelques-uns effectivement qui se plantent. Question. Si on revient d'un point de vue théorique, on va rentrer dans le détail des marchés pour l'année 2014. Qu'est-ce qui impacte le cours des actions? C'est quoi les éléments les plus importants pour faire bouger le cours des actions? Donc, les bénéfices, vous me dites un peu? Ouais, donc ici on a résumé sur ces trois colonnes pour la France et le marché français simplement les trois grandes familles d'indicateurs qui déterminent les mouvements de la bourse. Vous avez l'économie dont tout le monde parle tout le temps. S'il y a beaucoup de croissance, si elle est rapide et si en particulier beaucoup d'inflation,
C'est vraiment important. Est-ce que les prix ils augmentent vite ou pas? Que font les taux d'intérêt? Parce que les deux sont assez directement liés. Que font les taux d'intérêt en face de ces mouvements économiques? Donc, il y a beaucoup de variables économiques de ce type-là. Évidemment, que fait l'emploi? Que font un tas de variables économiques de ce type-là? Donc, toute cette grande famille est importante. À côté de ça, il ne faut pas oublier que sur les marchés, on parle de la bourse ici, on parle donc des marchés actions. Ce que vous achetez sur un marché action, c'est quoi? C'est une quote-part des bénéfices d'une société. À l'origine, c'était prévu pour ça. Et a priori, c'est toujours un petit peu ça l'idée. On a l'idée que les bénéfices d'une société ils vont être en partie déterminés par ce que fait l'économie au sens large. En gros, s'il y a beaucoup de croissance, il y aura beaucoup d'achats pour les sociétés, et s'il n'y a pas beaucoup de croissance, il y aura moins d'achats. Bon. Donc, on anticipe les bénéfices des sociétés, et tous les trimestres, pour les grandes sociétés en tout cas, les directeurs financiers arrivent et vous disent, voilà, je pense que le trimestre dernier, on a fait ça comme variation des bénéfices, et on pense que le trimestre suivant, ça va être mieux ou moins bien, etc., etc. Donc on a ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément? Donc ces deux éléments, l'économie en général, les bénéfices des sociétés, deuxièmement. Et puis troisièmement, là on écrit la bourse. Vous allez avoir tout à l'heure quelqu'un qui va vous parler de ces indices, de ces marchés d'une manière très très différente, juste en regardant des graphiques. Et c'est fondamental. Ici, quand vous regardez 22% en 2013 et 2,6% en 2014, le simple fait que les marchés aient fait telle ou telle performance, qu'ils se soient comportés de telle ou telle manière dans le passé, on sait très bien que ça va déclencher des décisions d'investissement ou de sortie des marchés chez beaucoup d'investisseurs. Donc c'est tout ce qu'on appelle l'analyse technique. Ok, la liquidité, c'est important, on en parle beaucoup. Donc la liquidité, en fait, typiquement, elle va se déverser ou pas sur tel ou tel marché, et en particulier dirigée par ces analyses techniques. Quel est le critère le plus important pour influencer le cours des actions à court terme, à long terme? À long terme, c'est très clairement les bénéfices. Le petit souci, c'est que quand on dit à long terme, c'est sur plusieurs années. Alors vous avez beaucoup d'universitaires qui font des études très très fortes sur des décennies. Je ne suis pas sûr que ce soit notre horizon de placement dans cette salle. En revanche, à long terme, on sait que ce sont les bénéfices qui dirigent les Et à court terme? Ben, à court terme, c'est clairement la liquidité, les seuils techniques, etc., etc. Et quels que soient les bénéfices qui vont arriver dans 10 ans, si on a beaucoup d'argent qui arrive, par exemple déversé par les banques centrales, si on a des épargnants qui ont beaucoup d'argent à placer et qui ont envie de les placer sur la bourse, ça va immédiatement avoir des impacts sur les marchés. Bernard Hébrand, j'ai envie de vous montrer une prouesse technologique faite sur un slide. On parle de bénéfices, le critère traditionnel, c'est le bénéfice net par action. Alors le bénéfice net par action, c'est un truc simple, c'est le bénéfice global de l'entreprise divisé par le nombre d'actions. Donc si on espère que les bénéfices augmentent, on se dit, bah, tiens, comment le bénéfice net par action peut augmenter? Première hypothèse, le bénéfice net par action, il augmente parce que mon bénéfice global, il augmente. Deuxième hypothèse, ce que je vois de plus en plus souvent sur le marché, qui est que mon bénéfice net par action, il augmente parce que mon nombre d'actions diminue. Est-ce que ce critère du bénéfice net par action est un critère pertinent ou est-ce qu'il faut qu'on en revienne à aussi un peu regarder l'activité et les chiffres d'affaires des entreprises? Alors c'est pertinent ce critère du bénéfice par action pour au moins deux raisons. D'une part parce que beaucoup de dirigeants d'entreprises, c'est là-dessus que leur rémunération variable, leur bonus est calculé. D'accord, donc c'est un bon critère parce que les mecs sont payés là-dessus. Okay. Donc ils vont avoir intérêt à faire monter ce bénéfice net par action. D'autre part, et peut-être plus fondamentalement pour l'actionnaire, si vous avez une action d'une société, ce qui vous intéresse, c'est quelle quote-part du bénéfice global va vous arriver. Effectivement, quand la société rachète ses actions, vous avez une part de plus en plus importante dans les bénéfices de la société. D'accord, mais on est d'accord que c'est pas une politique d'investissement, c'est pas une politique durable, parce que à force, c'est comme les 75% des bénéfices réalisés sur le Standard & Poor's aux États-Unis sont reversés aux actionnaires sous forme de rachat d'actions ou sous forme de dividendes. C'est pas une politique d'entreprise de racheter ses titres ou de verser des dividendes aux actionnaires. Les rachats d'actions, c'est encore effectivement très américain. Vous avez cité l'indice américain comme référence, c'est encore très très américain. L'Europe s'y met un petit peu, mais c'est plus marginal. Les Européens, en particulier les Français, ont tendance à préférer de distribuer des dividendes. Si vous avez 100 € de bénéfices et que vous êtes un directeur financier, vous pouvez faire plusieurs choses avec ces 100 € de bénéfices. Vous pouvez en mettre de côté, le report à nouveau, comme on l'apprend en comptabilité. Vous pouvez en distribuer à vos actionnaires, ça s'appelle le dividende. Et ça, c'est ce que font très largement les entreprises européennes. Et les Américains, c'est vrai, ont choisi de racheter leurs propres actions. Les entreprises américaines sont devenues, aux États-Unis, les premiers clients des marchés actions. C'est-à-dire que les premiers investisseurs qui achètent des actions américaines, ce sont les entreprises elles-mêmes, devant tout ce que vous pouvez imaginer comme fonds de pension, clients, etc., etc. C'est pas rassurant.
c'est cohérent avec le paysage général. En revanche, c'est pas encore tellement arrivé en Europe. Donc en Europe, on est plutôt rémunérés, nous, investisseurs européens, avec des dividendes. Et ça, c'est un côté rassurant parce que c'est un versement en cash sur votre compte courant qui est plutôt sympathique. Ok, alors maintenant, on vient de voir un peu ces grandes lignes, de voir que l'économie avait son rôle, que les bénéfices avaient leur rôle, mais que la liquidité était très importante. Je voudrais qu'on regarde et qu'on fasse un peu un bilan de l'année 2014. On va rester sur les mêmes critères, l'économie, les bénéfices et la bourse. Pour la bourse, on a mis deux colonnes, c'est-à-dire la bourse en local, c'est-à-dire pour un investisseur du pays, et pour vous, c'est-à-dire pour un investisseur français, pour tenir compte de l'impact du change. Un commentaire sur ce qui s'est passé et sur les résultats de cette année 2014, où l'on constate que la zone euro, qu'on nous avait annoncé en début d'année comme étant le winner de l'année 2014, a en fait été le loser de l'année 2014. Effectivement, on voit bien ici, donc tout ça est en euros, et vous avez le gagnant de l'année 2014, c'est les États-Unis. Et c'est en particulier le gagnant pour un investisseur européen. Vous voyez que les États-Unis, 29,6% de performance pour l'investisseur européen. Là-dessus, vous avez quasiment une douzaine de pourcents qui vient de l'appréciation du dollar contre l'euro. Quand l'euro se déprécie, pour nous, investisseurs qui faisons nos comptes en euros, ça nous fait gagner de l'argent, toutes choses égales par ailleurs, quand on va placer notre argent à l'étranger. Il faut savoir que pendant des années et des années, l'euro s'appréciait et du coup, on perdait de l'argent à chaque fois qu'on allait acheter des actions américaines, des actions asiatiques, etc., etc. Maintenant, la machine va dans l'autre sens et il se trouve que si on avait acheté des actions américaines l'année dernière, on avait les deux phénomènes qui allaient dans le même sens. Donc ça, c'était plutôt positif. Et on voit que les émergents, ils sont quelque part entre les deux. Il y a eu en devise locale quelque chose qui était vraiment pas bon. Vous voyez, le moins 2,1%, c'est ce qu'ont pu toucher les investisseurs locaux. En revanche, un investisseur à nouveau qui fait ses comptes en euros, parce que l'euro il s'est déprécié, il a bizarrement gagné beaucoup d'argent. Pardon, mais quand je regarde ça, les marchés émergents, 1% de croissance des bénéfices avec 4,4% de croissance économique. Est-ce qu'on peut encore parler des marchés émergents dans leur ensemble? Est-ce que ça a encore du sens, cette notion de marché émergent? Alors là, à nouveau, c'est quand on écoute les experts, entre guillemets, qui parlent de déplacement, souvent, pour faire rêver sur les émergents, on vous parle de la croissance chinoise, de la croissance brésilienne, je ne sais pas quoi. Bon, il n'y a plus de croissance brésilienne maintenant, donc ça, on oublie. Mais il y a toujours de la croissance chinoise, de la croissance indienne, etc. On parle de la croissance économique. Comment se porte l'économie du pays? Ça ne veut pas dire grand-chose sur comment se portent les sociétés cotées dans ce pays. Si vous êtes actionnaire en société de marché émergent, ce qui vous intéresse, c'est moyennement la croissance économique là-bas. Ça compte, mais ce qui vous intéresse à la fin, c'est les bénéfices des sociétés. Et on voit quoi? On voit que dans les marchés émergents, les bénéfices de ces sociétés, ils n'ont pas progressé ou quasiment pas en 2014. Et pour un actionnaire, c'est ça qui compte. Donc finalement, c'était assez logique qu'on n'ait pas tellement de performance hors effet devise là-bas. Ok. On a changé d'année, tous mes voeux. Je vous propose donc maintenant qu'on attaque l'année 2015. On commence par la zone euro. Alors, vous constaterez que dans cette présentation, nous n'avons pas affiché les variations de cours en fin d'année. Nous nous limitons donc aux premières anticipations que l'on a, c'est-à-dire des anticipations sur l'économie et sur les bénéfices. Déception à nouveau sur la zone euro, d'un point de vue fondamental? Des bénéfices qui croissent de 6% sur l'année, c'est pas forcément décevant. Dans un contexte où on n'a pas de croissance économique, c'est plutôt pas mal. Dans un contexte où on n'a pas de consommation, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut voir, c'est... Voilà. Donc on parle d'anticipation. Là, typiquement, vous avez une anticipation. Aujourd'hui, la moyenne des investisseurs professionnels dans le monde attend que les bénéfices en zone euro augmentent de 6% en 2015. Voilà. Ça, c'est les anticipations aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Il faut voir que ces anticipations vont être revues en permanence pendant toute l'année. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2014, les anticipations bénéficiaires, elles ont été revues de moins 10%, et en 2013, elles avaient été aussi revues de moins 10%. C'est un signal important à regarder. Quand on arrête de réviser à la baisse, ça veut dire que la confiance revient un tout petit peu? Exactement, c'est vraiment les tendances qui sont importantes. Ça fait plus de 2 ans maintenant que les anticipations de bénéfices sont revues à la baisse en permanence. Si à un moment ça s'arrête, ça veut dire que les analystes y verront des raisons d'avoir des bénéfices en croissance, et à un moment, ça doit se traduire dans les cours. Pour le moment, on n'a pas encore ce signal. Allez, on prend l'avion, le bateau, ce qui vous fait plaisir. On part aux États-Unis pour voir les chiffres. Et alors là, États-Unis, 3% de croissance, on nous annonce 8% de hausse des bénéfices. Donc, c'est-à-dire mieux que sur l'année 2014. Comment font-ils? Alors à nouveau, premièrement sur les bénéfices, même chose, on parle des bénéfices par action. Là, hein. Donc déjà, ils rachètent à peu près en moyenne entre 2 et 3% de leurs actions. Donc si vous avez un bénéfice global inchangé,
bah déjà il va s'améliorer de 2 ou 3% juste parce que vous avez moins d'actions. D'accord, donc c'est de la fausse croissance du bénéfice. C'est une vraie croissance du bénéfice par action qui va intéresser le vrai actionnaire. D'accord, mais qui n'est pas durable, qui ne peut pas se prolonger à l'infini. Qui est durable tant qu'il y a des actions à racheter, et ça peut durer longtemps, il en reste encore pas mal. Ok. J'entends dire que l'économie américaine est formidable, qu'elle a une capacité de rebond, vrai ou pas? Alors, bah, si, voilà, on a deux chiffres. Là, on a 3% attendu en 2015, 0,6 en zone euro. On voit tout de suite le rapport entre l'un et l'autre. Si nous, en zone euro, on avait 3% de croissance économique, ce serait même plus le champagne qu'on ouvrirait. Tout le monde ferait la fête dans la rue. On aurait encore 4 millions de personnes dans la rue, tellement on serait noyé dans le bonheur. Sauf que pour les Américains, ils trouvent que 3%, c'est pas terrible. Parce que les Américains, Madame Yellen qui dirige la Réserve fédérale, la Banque centrale là-bas, elle a encore dit lors de son dernier discours, elle trouve que la reprise économique, que la croissance économique est plutôt en dessous de ce qu'on pourrait attendre. Et là-bas, on a plein de raisons qui font qu'on doit avoir une croissance structurellement plus importante, typiquement la démographie. Il y a une population américaine qui augmente plus que la population de la zone euro, c'est comme ça. Et puis typiquement aussi le fait qu'on a des entreprises de forte croissance là-bas. Si vous avez un ordinateur, un téléphone mobile, etc., il y a des chances qu'ils soient un peu qu'il envoie un petit peu des bénéfices dans les sociétés cotées là-bas, même si je ne cite pas de sociétés cotées aux États-Unis, mais vous en avez quand même beaucoup qui dominent le monde de Internet. Même chose dans les secteurs de la santé, même chose dans beaucoup de secteurs. Donc on a une économie qui est dynamique là-bas, et à cause de la démographie et à cause du tissu de société. Donc finalement 3% de croissance économique et 8% de croissance des bénéfices, c'est assez standard, c'est pas du tout ambitieux. On me dit, les entreprises américaines ont des marges qui sont colossales, elles ne peuvent que baisser. Alors on dit ça, alors il y a les fameux, à chaque année on vous dit, il va se passer, par exemple l'année dernière, il y a un an, tout le monde disait les taux d'intérêt sont tellement bas qu'ils ne peuvent que baisser. Bon, en réalité ils sont encore plus bas qu'au début de l'année dernière. Donc on peut monter. Ils ne peuvent que monter, voilà. Donc on peut dire ça. De toute façon, on ne sait pas où s'arrête la tendance. Il se trouve que les taux d'intérêt, typiquement, ils baissent depuis une trentaine d'années, maintenant, même quasiment 35 ans. Donc ça va s'arrêter un jour, mais personne ne sait quand. Les bénéfices des sociétés, pourquoi les marges bénéficiaires des sociétés, en particulier aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi élevés? Le gros de la croissance des marges sur les 2 ou 3 dernières décennies, les 20 dernières 30 années, c'est quoi? C'est la baisse des taux d'imposition, puisque là on a un bénéfice après impôt. D'accord. Donc les impôts qui sont payés par les sociétés cotées aux États-Unis, ils sont au niveau les plus faibles des 30 dernières années, ça c'est une chose. Et on ne voit pas ces niveaux d'imposition sur les sociétés remonter cette année, donc ça va pas changer. Et deuxièmement, les charges d'intérêt, les charges financières, elles sont à nouveau, parce que les taux d'intérêt sont au plus bas, les charges financières, elles sont elles aussi au plus bas. Une société, elle peut s'endetter tant qu'elle veut. Les sociétés s'endettent en montant de dette. En revanche, les charges d'intérêt qu'elles doivent payer tous les ans n'ont jamais été aussi basses. Donc finalement, ça aussi, c'est quelque chose qui ne vient pas peser sur les bénéfices. Et accessoirement, si on n'investit pas beaucoup, vous savez que pour calculer votre bénéfice net à la fin, d'abord, vous avez enlevé vos investissements. Si je le dis autrement, moins on investit, plus on fait de bénéfices, en tout cas tout de suite maintenant. Et là, c'est ce qui se passe. On a tous les facteurs qui vont dans le bon sens. Donc, on peut avoir des marges qui restent élevées pendant un moment et elles y sont depuis quelques années maintenant. Allez, on continue notre tour du monde. Les émergents. Ouais, alors là, on attend quelque chose d'assez important. Donc, une croissance économique entre 4,5 et 5% de les émergents. À nouveau, c'est quelque chose d'assez moyen, ça va regrouper, alors attention au terme émergent, quand on dit émergent, ça va regrouper aussi bien le Brésil et la Russie, pour qui ce qui se passe sur le pétrole est un gros problème, que la Chine et l'Inde, pour qui ce qui se passe sur le pétrole est un grand moment de bonheur. Donc la moyenne de tout ça, ça fait quelque chose entre 4,5 et 5%, avec des choses qui se passent très mal, des choses qui se passent très bien au niveau économique là-bas. En termes de bénéfices, autre chose à garder en tête, c'est que les devises des grands émergents, elles aussi comme l'euro, se déprécient contre la devise principale du commerce qui est le dollar. Donc vous avez à la fin une compétitivité qui est reconstituée pour ces grandes entreprises émergentes. Donc ce 4,5-5% de croissance économique et ce 11% de croissance des bénéfices est assez cohérent également. Et ça, c'est plutôt revu en hausse ces derniers temps, en particulier sur l'Asie. Ok. Tout à l'heure, on a vu que les fondamentaux, c'était important pour le long terme, qu'à court terme, ce qui comptait, c'était la liquidité. Question... si je comprends ce qui se passe, on nous explique que la Banque centrale américaine va retirer de l'argent, un peu, en tout cas va moins en mettre, que la banque japonaise va mettre plein de pognon sur l'économie et donc cet argent finira sur les marchés, et que la Banque centrale européenne va racheter des dettes d'État à tour de bras, donnant plein d'argent et que ça va faire monter la bourse.
est-ce qu'on a le risque d'avoir une mauvaise surprise? En particulier, le 22, il y a une réunion de la Banque Centrale Européenne, tout le monde attend qu'il se passe plein de trucs, est-ce qu'on court le risque d'avoir des problèmes? Alors, premièrement, je pense que si on investit sur les marchés financiers, on court toujours un risque, hein. C'est une première chose à garder en tête. Deuxième chose, on a ces banques centrales qui envoient de la liquidité, et en particulier la Banque Centrale Européenne et la Banque du Japon, qui doivent en envoyer de plus en plus. Sur les marchés financiers, ça semble acquis. Est-ce que ça va être la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne ou à la suivante? On ne sait pas très bien, mais maintenant c'est acquis. On a eu une décision ce matin de la Cour européenne de justice qui a autorisé cet achat de titres par les banques centrales. Donc ça envoie de la liquidité sur les marchés financiers. Attention, ça envoie de la liquidité sur les marchés et pas dans l'économie. C'est-à-dire que pour avoir de l'argent qui arrive, entre guillemets, vraiment dans l'économie à la fin, par exemple en France, il faudrait que, je sais pas, il y ait des banques qui fassent du crédit aux PME et aux ménages. Aujourd'hui, on n'a pas ça, tellement, on n'a pas de croissance du crédit. Est-ce que ça vient du fait que les banques ne veulent pas prêter ou que les emprunteurs ne veulent pas emprunter? Ça, on n'en sait rien. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de croissance du crédit. Et la Banque Centrale Européenne pourra faire ce qu'elle voudra. Ça n'arrivera pas dans les PME ni dans les ménages, ça arrivera au niveau des marchés obligataires, donc qui vont concerner les États et les grosses entreprises. Tout ça, ça soutient nettement les cours de la bourse. Vous avez aujourd'hui, en plus, ça fait des phénomènes assez étranges, mais qui peuvent finalement faire du bien. Aujourd'hui, quand l'État français s'endette sur des termes de 2 ou 3 ans, l'État allemand, sur des termes de 5 ou 6 ans, il a des taux d'intérêt négatifs, en particulier à cause de ce qu'on attend sur les mouvements de la Banque centrale. Alors ça veut dire quoi un taux d'intérêt négatif? C'est pas intuitif pour vous et moi, parce que notre banquier nous propose rarement un taux d'intérêt négatif, mais si on était... Ne commencez pas à leur donner des idées, ils seraient capables de nous demander de l'argent pour qu'on dépose de l'argent chez eux. Ah bah déjà, c'est ce qui se passe sur un certain nombre de comptes et des banques dépositaires qui font ça déjà. Mais en gros, l'État français et l'État allemand, sur des échéances de 2-3 ans, s'ils empruntent 100, dans 2 ans, ils vont rembourser moins que 100. On a des taux d'intérêt négatifs. Ça veut dire quoi? Et c'est pas du tout intuitif, donc il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Ça veut dire que sur des échéances de jusqu'à 5 ans pour l'Allemagne, plus l'Allemagne va s'endetter, plus elle va gagner d'argent. C'est pas intuitif, mais c'est quand même la réalité, donc c'est fait pour relancer la machine. Ok, dernière question, rapidement, en 1 minute, on va dire, on va faire le point sur cet environnement-là. Il y a un fonds chez vous qui s'appelle Invesco Global Target Return. Quelles sont les principales convictions que vous avez pour l'année 2015 ? Alors déjà, on n'a pas la conviction de trouver des noms très très compréhensibles. C'est un fonds qui intervient sur toutes les classes d'actifs. Là, on a parlé des actions. Ok, on a en particulier en zone euro, on a du dividende, donc aller chercher du dividende dans la région, c'est vraiment l'endroit où on peut le faire, avec probablement l'Asie également. Mais sinon, il y a des choses intéressantes à faire sur les marchés de taux et sur les marchés de devises. On en a un petit peu parlé. On a des grands mouvements de liquidité en particulier qui sont dirigés par les banques centrales. Et il y a beaucoup d'écartements. On voit très bien ce qui se passe sur l'euro-dollar. On voit bien ce qui se passe sur les taux entre la zone euro et à nouveau la zone dollar. Et donc, c'est des écartements de tendance entre ces différents. Et sur les actions ? Et sur les actions, donc beaucoup de rendement sur en particulier les zones euro asiatiques, voilà. Et on cite ici les actions japonaises où à nouveau on a vraiment l'effet liquidité et l'effet de la dépréciation du yen qui agit à plein. Dernière petite question pour tenter d'appliquer la règle du mort kilomètre connue des journalistes. Le marché national, le marché domestique, la zone euro. Vous y croyez aux actions de la zone euro? Elles vont performer ou pas? À nouveau, beaucoup dépend effectivement à nouveau comme les années précédentes, de ce que fait la Banque centrale. Est-ce qu'elle injecte des liquidités ou pas? Aujourd'hui, en tout cas, qu'on le croit ou pas, on voit quelque chose, c'est que c'est là qu'il y a du dividende. Vous voyez que les rendements sur la plupart on a parlé du livret A tout à l'heure, sur la plupart des placements à taux fixe, on a des rendements qui tendent vers zéro, plus ou moins vite, mais qui arrivent. Les dividendes, ils sont maintenus jusqu'à présent par les sociétés françaises et de la zone euro, donc c'est quelque chose d'intéressant. Si on est capable de supporter de la volatilité, les actions, quand on les a, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin tout de suite. D'une manière générale, il faut être capable de supporter de la volatilité, et comme ça permet d'encaisser des dividendes. Bernard Hébrand, un grand merci d'avoir été le premier à intervenir sur cette première édition de Marché Gagnant. Merci beaucoup.